Je parie mon poste que vous allez échouer. Les mots planèrent dans l'air comme une sentence de mort. Gabriel Lévesque resta immobile sur le seuil de la salle de conférence exécutive d'Industrie Pégase, observant le sourire narquois se répandre sur le visage du PDG milliardaire, M. Henri Delacroix. 23 cadres en costume de luxe se tournèrent pour dévisager l'homme en uniforme de concierge, tenant un seau et une serpillière. Gabriel avait 36 ans et était en liberté depuis exactement 8 mois. Il n'avait jamais imaginé que son travail d'entretien ménager dans le plus grand conglomérat technologique de France le mènerait ici, debout devant les personnes les plus puissantes de l'entreprise, alors qu'elle regardait le problème insoluble projeté sur l'écran géant derrière elle. Toute notre infrastructure de sécurité est compromise, continua M. Delacroix, désignant Gabriel avec dédain. 6 mois. « 40 millions d'euros de pertes, des équipes de l'école polytechnique, de Centrale Supélec, de l'INRIA, toutes ont échoué. Et vous pensez pouvoir réparer ça ?» Son rire fut aigu et cruel. « Vous êtes un homme de ménage, avec un casier judiciaire. » La salle de conférence éclata de rire gêné. Quelqu'un murmura assez fort pour être entendu. « Voilà ce qui arrive quand les ressources humaines embauchent d'anciens détenus. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Gabriel Lévesque avait été, à une autre époque, le fantôme le plus redouté par les géants de la technologie. À 19 ans, il avait pénétré des systèmes censés être imprenables, non par appât du gain, mais parce qu'il le pouvait. À 22 ans, il avait exposé des vulnérabilités dans des réseaux gouvernementaux juste pour prouver qu'elles existaient. À 25 ans, la police judiciaire l'avait attrapé, et il avait passé 7 ans derrière les barreaux pour des crimes commis non par malice, mais par curiosité et une compréhension du code de niveau génial que la plupart des programmeurs n'atteindraient jamais. Tout avait commencé 15 minutes plus tôt, lorsque Gabriel avait poussé son chariot de nettoyage devant la réunion d'urgence du Conseil. Par la porte entr'ouverte, il avait entendu des fragments de panique. Échec système. Millions de pertes, aucune solution. Quelque chose dans le jargon technique avait attiré son attention, un schéma de défaillance spécifique qui lui semblait étrangement familier. Sans réfléchir, il frappa à la porte. Le silence qui suivit son entrée fut assourdissant. L'assistante de M. Delacroix tenta de le faire sortir, mais Gabriel parla avant qu'elle ne puisse le toucher. « Votre problème n'est pas dans l'architecture du pare-feu. Il est dans le protocole d'authentification qui interagit avec vos modules de vérification en temps réel. » La salle devint complètement immobile. « Pardon ?» La directrice de la technologie, Cécile Renaud, se pencha en avant, plissant les yeux. « Qu'avez-vous dit exactement ?»« La faille, » répéta Gabriel calmement. « Vous cherchez au mauvais endroit. La vulnérabilité est dans la façon dont vos systèmes communiquent entre eux.
et non dans les défenses externes. Monsieur Delacroix se leva lentement, sa stature imposante conçue pour intimider. « Et comment savez-vous cela exactement? Avez-vous appris la cybersécurité dans les livres de la bibliothèque de la prison ?» La salle rit à nouveau. Mais cette fois, Gabriel remarqua que Cécile Renaud ne riait pas. Ses yeux étaient fixés sur lui avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Monsieur Delacroix, dit-elle doucement, nous devrions peut-être l'écouter. » Absolument pas. La voix du PDG était de glace. Ceci est une crise à plusieurs millions, pas un cas de charité. Nous avons des professionnels. Qui ont échoué pendant 6 mois, l'interrompit Cécile. Qu'avons-nous à perdre? La mâchoire de M. Delacroix se serra. Puis, lentement, ce sourire prédateur revint. Très bien. Vous voulez une chance? Il se tourna vers Gabriel avec un mépris à peine voilé. Réparez cela en 2 heures, et je vous promeux dans l'équipe de développement. Salaire d'ingénieur complet, mais quand vous échouerez, et vous échouerez, vous accepterez le licenciement, pour faute grave, sans assurance chômage, sans référence, rien. Gabriel sentit tous les regards dans la pièce sur lui, le poids du jugement, la présomption d'échec, la cruauté désinvolte d'un homme qui n'avait jamais fait face à de réelles conséquences dans sa vie privilégiée. 3 semaines plus tôt, lors d'un quart de nettoyage de nuit, Gabriel avait entendu 2 développeurs, seniors, discuter des vulnérabilités de code dans la salle de repos. Il avait machinalement archivé l'information sans y prêter grande attention. Puis, la semaine dernière, il avait vu des mémos internes à la poubelle concernant des anomalies de système que les ingénieurs ne pouvaient expliquer. Pièce par pièce, il avait inconsciemment cartographié l'architecture numérique de l'entreprise uniquement à partir de bribes de conversations entendues et de documents jetés. 2 heures, répéta M. Delacroix, vérifiant sa montre de luxe. Ça commence maintenant. Gabriel marcha jusqu'au terminal informatique au bout de la table. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. C'était la première fois en 8 ans qu'il était autorisé à s'approcher d'un tel système. La prison lui avait tout pris, sa carrière, sa réputation, 7 ans de sa vie. Mais elle ne lui avait pas pris la seule chose qui comptait. Son esprit était toujours l'arme la plus tranchante qu'il ait jamais possédée. Lorsque ses doigts touchèrent les touches, la mémoire musculaire revint. La salle regarda en silence des lignes de code se déverser sur l'écran à une vitesse impossible. Gabriel ne cherchait pas à l'aveuglette. Il suivait une trace très spécifique que la plupart des ingénieurs ne reconnaîtraient même pas comme significative. « Intéressant », murmura Gabriel, plus pour lui-même que pour les autres.
Vous avez une boucle récursive qui crée une porte dérobée à chaque fois que votre système d'authentification se met à jour. Élégant, en fait, presque magnifique. Cécile Renaud s'approcha de l'écran. Comment voyez-vous cela? Nos meilleurs analystes n'ont pas pu... Parce qu'il cherchait une intrusion, dit Gabriel sans ralentir son rythme. Ceci n'est pas une attaque de l'extérieur. Quelqu'un a construit une vulnérabilité dans le système lui-même, de l'intérieur. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Le sourire de M. Delacroix vacilla finalement. Juste un peu, juste une seconde. Et à ce moment-là, Gabriel sut quelque chose que le milliardaire ne savait pas qu'il savait. Ce n'était pas de l'incompétence ou de la malchance. C'était du sabotage. Et d'une manière ou d'une autre, l'homme qui venait de parier sa carrière y était lié. Si vous appréciez cette histoire, pensez à vous abonner à la chaîne, car ce qui suit va changer tout ce que vous croyez savoir sur la justice, le pouvoir et la vengeance. La question n'était pas de savoir si Gabriel pouvait résoudre le problème. La vraie question était: que se passerait-il quand il découvrirait qu'il avait créé? À 90 minutes du délai de 2 heures, Gabriel avait cartographié toute l'architecture de la faille. Ses doigts se déplaçaient sur le clavier comme ceux d'un pianiste de concert, chaque frappe délibérée et précise. La salle de conférence s'était vidée, à l'exception de M. Delacroix, Cécile Renaud et 2 membres du conseil qui refusaient de partir, en partie par curiosité, en partie par incrédulité. C'est un travail vraiment sophistiqué, dit Gabriel d'une voix neutre. Celui qui a construit cette porte dérobée comprenait votre système mieux que vos propres développeurs. Monsieur Delacroix s'appuya contre la table en acajou, les bras croisés. Un commentaire fascinant de la part de quelqu'un qui gagne sa vie en nettoyant des toilettes. Cécile lui lança un regard d'avertissement, mais Gabriel ne réagit pas. Il avait entendu pire en prison. Les mots d'hommes comme Monsieur Delacroix ne signifiaient rien comparé à ce qu'il avait survécu. Le code a une signature, poursuivit Gabriel, mettant en évidence une section à l'écran. Un schéma de syntaxe spécifique, presque comme une empreinte digitale. J'ai déjà vu ce style auparavant. C'était en partie vrai. Ce que Gabriel ne dit pas, c'était où il l'avait vu, 7 ans plus tôt, sur un forum du Dark Web, où des programmeurs d'élite discutaient de vulnérabilités qu'ils n'exploiteraient jamais publiquement. À l'époque, lorsqu'il était encore assez naïf pour croire qu'exposer des failles de sécurité faisait de lui un héros au lieu d'un criminel. Le téléphone de M. Delacroix vibra. Il le regarda, et pendant le plus bref des instants, quelque chose traversa son visage.
Pas de l'inquiétude. Quelque chose de plus froid, du calcul. Le temps presse, dit Monsieur Delacroix, rangeant son appareil. Vous pensez toujours pouvoir livrer, concierge? L'accent sur ce dernier mot était délibéré, cruel, conçu pour rappeler à Gabriel sa place dans la hiérarchie, tout en bas, où Monsieur Delacroix pensait que tous les anciens détenus appartenaient. Cécile s'approcha du moniteur. « Gabriel, pouvez-vous vraiment réparer cela ?»« C'est déjà fait. » Il appuya sur Entrée et une cascade de correctifs inonda l'écran. La porte dérobée est fermée. Votre système est sécurisé maintenant. Mais quoi? Demanda Cécile. Gabriel hésita. C'était le moment. Le choix entre garder la tête baissée et dire une vérité qui pourrait le détruire. La faille n'était pas externe, dit Gabriel prudemment. Quelqu'un avec un accès administratif a créé cela. Quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Le silence qui s'ensuivit fut étouffant. L'expression de Monsieur Delacroix ne changea pas, mais ses yeux devinrent vides. C'est une accusation sérieuse. Ce n'est pas une accusation, c'est ce que le code me dit. Et vous vous attendez à ce que nous croyions que vous, un ancien détenu avec un historique de pénétration illégale de système, avez découvert un sabotage d'entreprise en moins de 2 heures. La voix de Monsieur Delacroix était de la soie sur de l'acier. Cela semble pratique. Cela ressemble exactement à ce que dirait quelqu'un s'il était celui qui a créé le problème en premier lieu. Gabriel sentit le piège se refermer. Bien sûr, il ne s'agissait jamais de lui donner une chance. Il s'agissait d'avoir un bouc émissaire. « J'ai des enregistrements de chaque frappe que vous avez faite », continua Monsieur Delacroix, désignant la caméra de sécurité dans le coin. Comment savoir que vous n'avez pas implanté de preuves juste pour masquer votre propre implication? Vous avez eu accès à nos systèmes pendant 8 mois, tout le temps nécessaire pour causer des dégâts. La mâchoire de Cécile se crispa. Antoine, ce n'est pas... C'est exactement ce qu'un procureur argumenterait, l'interrompit Monsieur Delacroix. Un ancien hacker obtient un emploi de concierge dans une entreprise de technologie. Il crée une crise. Puis il la résout commodément pour ressembler à un héros. Comportement classique d'escroc. La mâchoire de Gabriel se serra. Il était tombé directement dedans, de la même manière qu'il était tombé sous la garde de la police judiciaire 7 ans plus tôt. Trop confiant en ses capacités, trop confiant dans le fait que la vérité le protégerait. « J'ai rempli votre défi », dit Gabriel doucement. « Le système est sécurisé. C'était l'accord. » L'accord, dit Monsieur Delacroix avec un sourire prédateur, était que vous régliez le problème. Mais vous n'avez rien réglé. Vous n'avez fait que créer plus de questions, plus de problèmes. Vous avez échoué. Et conformément à notre accord, vous êtes viré. Ce fut une leçon de manipulation. Changer les règles, réécrire la réalité en temps réel pour assurer le résultat que Monsieur Delacroix voulait depuis le début. Cécile semblait consternée. Ce n'est pas juste.
Ce sont les affaires, claqua Monsieur Delacroix. Gabriel Lévesque, vous êtes viré. La sécurité va vous escorter dehors. Et si je trouve la moindre preuve vous liant à cette faille, je vous renvoie en prison dans la semaine. 2 gardes de sécurité apparurent à la porte comme s'ils avaient été convoqués par télépathie. Ils attendaient probablement dehors depuis le début, réalisa Gabriel. C'est comme ça que ça allait toujours se terminer. Alors qu'il le saisissait par les bras, Gabriel croisa le regard de Monsieur Delacroix, et il vit le plus léger soupçon de satisfaction, le plaisir de remettre quelqu'un à sa place, de rappeler au monde que le pouvoir gagne toujours. Mais ce que Monsieur Henri Delacroix ne savait pas, ce qu'il lui était impossible de savoir, c'est que Gabriel Lévesque avait passé 7 ans en prison à apprendre la patience, apprendre à lire les gens. Apprendre que la vengeance n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Et surtout, apprendre que la personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce n'est pas celle qui menace. C'est celle qui reste silencieuse, observant et se souvenant de tout. Alors que les gardes le menaient vers la porte, Gabriel s'autorisa un dernier regard au moniteur, au code qui racontait une histoire que Monsieur Delacroix ne voulait pas exposer. Le code que Gabriel avait déjà photographié avec son téléphone avant l'arrivée de qui que ce soit, car la prison lui avait appris à toujours avoir une assurance. « Félicitations pour votre victoire, Monsieur Delacroix », dit Gabriel avec égalité. « Je suis sûr que vous vous souviendrez de ce moment. » Dehors, devant le bâtiment, au chômage et humilié, Gabriel se tenait sur le parking sous les lumières fluorescentes cruelles. Son téléphone vibra, un numéro qu'il ne reconnut pas. Gabriel Lévesque, la voix d'une femme, professionnelle, prudente. Qui demande? Je m'appelle Manon Fournier. Je suis journaliste d'investigation pour Technologie d'aujourd'hui. J'enquête sur Industrie Pégase depuis 6 mois. Et je crois que vous venez de devenir la personne la plus intéressante de cette histoire. Gabriel ferma les yeux. Les pièces s'assemblaient, mais pas de la manière que M. Henri Delacroix attendait. Parce que les hommes, comme M. Delacroix, commettaient toujours la même erreur. Ils supposaient que les gens en dessous d'eux n'avaient rien. Pas de contact, pas de ressources, pas de capacité de pensée stratégique. Ils oubliaient que parfois, l'arme la plus dangereuse n'est pas l'argent ou le pouvoir, c'est n'avoir absolument plus rien à perdre. Manon Fournier rencontra Gabriel dans un café à 3 pâtés de maison d'Industrie Pégase. Elle avait 42 ans, des yeux perçants, avec le genre d'épuisement qui vient de la poursuite d'histoires que personne ne veut voir raconter. Son ordinateur portable était déjà ouvert avant qu'il ne s'assoie. Il y a 7 ans, vous avez exposé des vulnérabilités dans des systèmes de contractants militaires, dit-elle sans préambule. La police vous a dépeint comme un criminel, mais vos transcriptions judiciaires racontent une histoire différente.
Vous avez signalé les failles en premier, ils vous ont ignoré. Alors vous avez prouvé qu'elles étaient réelles. Gabriel remua son café, ne disant rien. Monsieur Henri Delacroix a acheté Industrie Pégase il y a 5 ans, poursuivit Manon, glissant un dossier sur la table. Depuis lors, l'entreprise a connu 17 failles de sécurité majeures. À chaque fois, ils ont blâmé des hackers externes. Ils ont payé des règlements. Ils ont tout gardé sous silence. Mais j'ai traqué des schémas. Gabriel ouvrit le dossier. Documents financiers, témoignages anonymes, rapports de sécurité avec des sections censurées. Chaque faille correspondait à une négociation de contrats importante, expliqua Manon. Des contrats gouvernementaux, spécifiquement. Pégase subissait une cyberattaque, démontrait ses nouvelles solutions de sécurité pendant la récupération, puis remportait des marchés publics massifs. C'est un schéma de 400 millions d'euros. Les implications frappèrent Gabriel comme une force physique. Il a orchestré les attaques. Je ne peux pas le prouver. Pas encore. Mais aujourd'hui, vous êtes entré dans sa salle de conférence et vous avez identifié un sabotage interne. Enregistré. Devant des témoins. Manon se pencha en avant. Gabriel, vous venez de devenir la seule personne qui peut relier les points publiquement. Vous êtes aussi le bouc émissaire parfait qu'il va détruire pour enterrer la vérité. Gabriel pensa au visage de M. Delacroix quand il a mentionné la signature du code, ce flash de calcul. Il avait été tellement concentré à résoudre le problème qu'il n'avait pas réalisé qu'il peignait une cible sur son propre dos. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Gabriel. « Parce que j'ai besoin de preuves réelles. Et vous êtes la seule personne ayant l'expertise technique pour les trouver et la motivation pour l'exposer. » Elle marqua une pause. Aussi parce que j'ai vu mon frère tout perdre à cause d'un système qui protège des hommes, comme Delacroix, tout en écrasant des gens comme vous. Il était un lanceur d'alerte. Ils l'ont détruit. Je ne vais pas regarder cela se reproduire sans me battre. Il y avait une douleur authentique dans sa voix. Gabriel l'a reconnue. Le genre de blessure qui ne guérit jamais complètement, qui apprend juste à respirer autour du tissu cicatriciel. Je ne peux plus accéder au système de Pégase, dit Gabriel. Je suis viré, escorté par la sécurité. Manon sourit, pas chaleureusement. C'est ce qu'il pense. Mais vous avez passé 8 mois aussi invisible qu'un meuble dans ce bâtiment. Vous savez des choses que personne ne réalise que vous savez. Elle avait raison. Pendant ces mois, à nettoyer les bureaux, Gabriel avait mémorisé les horaires des cadres. Il avait appris quels managers laissaient leurs ordinateurs déverrouillés. Il avait découvert que la porte de la salle des serveurs au 3e étage était défectueuse tous les mardis pendant la maintenance du système. Il avait accumulé des informations inconsciemment, le même instinct de survie qui l'avait maintenu en vie en prison, toujours observer, toujours cataloguer, toujours se préparer. « Il y a quelqu'un d'autre », dit Manon. « Cécile Renaud, votre directrice de la technologie.
Elle a soulevé des préoccupations en interne pendant des mois concernant les pratiques de sécurité de Pégase. Elle est réduite au silence à chaque fois. Après aujourd'hui, elle m'a appelé. Gabriel se redressa. Cécile vous a appelé? Elle a dit que ce qui vous est arrivé était faux, qu'Antoine a manipulé la situation. Elle veut t'aider, mais elle ne peut pas le faire ouvertement sans perdre sa position. Manon sortit son téléphone, montrant à Gabriel un message texte. Il a identifié le sabotage interne en moins de 2 heures. C'est soit du génie, soit une connaissance interne. Je parie sur le génie. Nous devons le protéger. Pour la première fois depuis son licenciement, Gabriel sentit autre chose que la défaite. L'espoir était dangereux, mais avoir une alliée à l'intérieur de Pégase changeait tout. Qu'avez-vous besoin de moi? Demanda Gabriel. 3 choses. Premièrement, j'ai besoin que vous documentiez tout ce que vous avez vu dans ce code. Chaque signature, chaque horodatage, chaque anomalie. Créez un rapport technique qui prouve le sabotage interne. Gabriel acquiesça. Il avait déjà commencé cela mentalement. Deuxièmement, j'ai besoin que vous identifiez qui a réellement écrit ce code. Vous avez dit que vous reconnaissiez le style. Cela signifie qu'à un moment donné dans votre passé, vous avez croisé ce programmeur. C'était plus difficile. Le forum du Dark Web, où il avait vu des travaux similaires, avait été fermé il y a des années. Retrouver cette personne nécessiterait de replonger dans des réseaux qu'il avait juré de ne jamais retoucher. Rompre sa liberté conditionnelle, tout risquer. Et la troisième? Demanda Gabriel. L'expression de Manon se durcit. J'ai besoin que vous vous introduisiez dans les archives sécurisées de Pégase et que vous me procuriez le code source original de chaque faille des 5 dernières années. Les éléments qu'il ne signale pas aux autorités, les données brutes qui prouvaient le schéma. C'est de l'espionnage industriel, dit Gabriel catégoriquement. Je retournerai en prison pour 20 ans, seulement si vous vous faites prendre. La voix de Manon était d'acier. Et je parie que vous êtes meilleur que ça, meilleur que ce que la police vous a attribué, meilleur que ce que M. Henri Delacroix pourrait jamais imaginer. Gabriel regarda son reflet dans la fenêtre du café. Il y a 8 mois, il était sorti de la prison fédérale avec une promesse à lui-même, rester clean, rester discret, rester invisible, ne pas faire de vagues, ne pas prendre de risques, juste survivre. Mais survivre sans dignité n'était pas vivre, et regarder M. Delacroix le détruire sans conséquence n'était pas la justice, c'était la reddition. « J'aurais besoin d'équipement, » dit Gabriel doucement. Un ordinateur portable propre, communication cryptée. Et l'accès à quelqu'un qui opère toujours dans les communautés du Dark Web, quelqu'un qui peut m'aider à retrouver cette signature de code. Manon fouilla dans son sac et sortit un ordinateur portable neuf encore dans sa boîte. C'est réglé. Système d'exploitation crypté installé, routé via 7 couches de VPN. Introuvable. Elle avait compté sur son oui. Cela aurait dû agacer Gabriel, mais au lieu de cela,
Cela ressemblait à une validation. Quelqu'un croyait qu'il était capable de plus que de pousser une serpillière. Il y a une dernière chose que vous devez savoir, dit Manon, baissant la voix. Antoine ne fait pas que voler de l'argent. Ces 3 dernières démonstrations de sécurité impliquaient des systèmes protégeant des infrastructures critiques, réseaux électriques, installations de traitement de l'eau. Ils prouvent que les vulnérabilités existent en les créant. Si quelqu'un d'autre exploite ce qu'il a exposé, des vies pourraient être perdues. Gabriel sentit la rage se cristalliser en détermination. Ce n'était plus une question de vengeance. Ce n'était même plus une question de justice pour lui-même. Il s'agissait d'arrêter quelqu'un dont l'arrogance et la cupidité avaient transformé la sécurité nationale en un centre de profit. « Combien de temps ai-je » demanda Gabriel. Antoine doit se présenter devant la commission des finances du Sénat dans 6 jours. Il propose un contrat de sécurité fédérale de 3 milliards d'euros. Une fois cela signé, il devient intouchable. Les yeux de Manon le fixèrent. 6 jours pour rassembler des preuves, monter un dossier et l'exposer avant qu'il ne devienne trop puissant pour être arrêté. Gabriel ouvrit l'ordinateur portable. Ses doigts tremblèrent légèrement en touchant le clavier, non par peur, mais par la reconnaissance électrique du but. Il avait passé 7 ans dans une cage, 8 mois à être invisible. Maintenant, enfin, il avait la chance d'être ce qu'il était vraiment. Pas un criminel, pas une victime, mais quelqu'un qui comprenait assez les systèmes pour les démanteler de l'intérieur. « Alors nous ferions mieux de commencer, » dit Gabriel. Quand Manon quitta le café, Gabriel contacta ses anciens contacts de prison. Michel, l'ombre du bois, purgeant une peine pour fraude financière, mais brillant en analyse forensique de blockchain. Amélie Lefebvre, libérée 6 mois avant Gabriel, qui travaillait maintenant dans le conseil en cybersécurité, des gens qui comprenaient les zones grises entre le légal et le nécessaire. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « On vous surveille. » Le Lacroix a des enquêteurs privés qui suivent vos mouvements. Soyez prudents. CR, Cécile Renaud. Elle le protégeait déjà depuis l'ombre. Gabriel sentit la vieille sensation familière des pièces s'emboîter, la même sensation qu'il avait eue 7 ans plus tôt, juste avant que tout ne change. Mais cette fois, il n'était pas un jeune homme naïf essayant de prouver un point. C'était un homme qui avait survécu à l'enfer et appris la patience. Monsieur Henri Delacroix avait commis une erreur fatale. Il avait supposé que Gabriel était impuissant, désespéré, brisé. Il avait oublié que la personne la plus dangereuse n'est pas celle qui a tout à perdre.
C'est celle qui a déjà tout perdu et à qui il ne reste que ses compétences, sa détermination et sa certitude absolue qu'elle est du bon côté d'un combat qui vaut la peine d'être mené. La guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Et cette fois, Gabriel ne se battait pas seul. Jour 5. Gabriel était assis dans un box de stockage loué, transformé en centre de commande de fortune, entouré de moniteurs affichant des cascades de flux de données. Amélie Lefebvre travaillait sur l'analyse forensique de blockchain, tandis que Michel Dubois traquait les schémas financiers depuis son appartement via un appel vidéo crypté. Cécile Renaud avait fourni des identifiants d'administrateurs pour des systèmes non critiques, juste assez pour cartographier l'architecture réseau de Pégase sans déclencher d'alarme. « Je l'ai », dit soudain Gabriel, sa voix coupant le silence. Manon Fournier leva les yeux de son ordinateur portable. « Qui ?» Le programmeur, celui qui a écrit le code de la porte dérobée. Gabriel ouvrit un écran de comparaison, montrant les signatures de code côte à côte. Son pseudo était Phantom Key sur les forums du Dark Web. Nom réel, Olivier Moreau. Et devinez où il travaille maintenant? Industrie Pégase, souffla Manon. Architecte de sécurité senior. Il rend compte directement à Monsieur Henri Delacroix. Les doigts de Gabriel volèrent sur le clavier. Et regardez ça, le contrat d'emploi de Moreau comprend un bonus d'1 million d'euros lié à des acquisitions spécifiques de contrats fédéraux. Les contrats exacts qui ont suivi chaque faille majeure. Les pièces ne faisaient plus que se connecter. Elles formaient une image si claire qu'elle était accablante. « C'est un motif », dit Amélie depuis son moniteur. « Mais nous avons besoin de preuves qu'Antoine l'a orchestré, et non pas seulement que Moreau l'a exécuté. » Gabriel y réfléchissait depuis 4 jours. Les archives sécurisées dont Manon avait besoin étaient conservées sur un système air-gapped, physiquement isolé de tout réseau, impossible d'accès à distance, ce qui signifiait que quelqu'un devait pénétrer physiquement dans Industrie Pégase et extraire les données. Mardi soir, Cécile avait envoyé un message la veille. Maintenance du serveur. Les protocoles de sécurité du 3e étage sont réduits pour les mises à jour du système. Vous aurez une fenêtre de 40 minutes. C'était maintenant mardi soir, 23h47. Gabriel était de l'autre côté de la rue d'Industrie Pégase, vêtu de vêtements sombres et portant un sac à dos contenant du hardware personnalisé conçu pour cloner des disques durs en moins de 15 minutes. Son téléphone vibra. Cécile. La rotation de la sécurité vient de changer. 2 gardes au lieu d'1. C'est plus risqué que nous ne le pensions. Le cœur de Gabriel tambourina. Toute partie rationnelle de son cerveau lui criait de partir.
S'il était attrapé, il ferait face à des accusations fédérales. 10 ans minimum en vertu de la loi sur l'espionnage économique. Tout ce qu'il avait reconstruit serait détruit. Mais ensuite, il pensa au sourire de M. Delacroix lorsqu'il l'avait licencié, la cruauté désinvolte, la certitude absolue que les gens comme Gabriel n'avaient aucune importance. Gabriel traversa la rue. La porte de la salle des serveurs au 3e étage était toujours défectueuse le mardi. Cécile avait eu raison. Gabriel se glissa à l'intérieur, connecta son dispositif de clonage au serveur de fichiers et regarda la barre de progression avancer lentement. 12 minutes, 13, 14, des voix dans le couloir, des pas qui se rapprochaient. Le sang de Gabriel se figea. Il ne pouvait pas débrancher tout de suite. Le transfert de données n'était qu'à 70%. S'il se retirait maintenant, toute la mission échouerait. La poignée de porte tourna. Je te dis, les contrôles environnementaux sont encore en panne, dit la voix d'un garde de sécurité. Le 3e étage a toujours des problèmes, les nuits de maintenance. Alors, enregistre-le et laisse l'équipe technique s'en occuper demain, répondit une autre voix. Je ne vais pas faire d'heures supplémentaires pour des problèmes de climatisation. Les pas s'éloignèrent. Gabriel expira lentement, regardant la barre de progression atteindre 100%. Il déconnecta, effaça son empreinte numérique et quitta le bâtiment comme de la fumée. De retour au box de stockage, l'équipe travailla toute la nuit à analyser les fichiers extraits. Ce qu'ils trouvèrent était pire que ce qu'ils imaginaient tous. Mon Dieu, murmura Manon fixant son écran, il n'a pas seulement orchestré des failles pour le profit, il a vendu les informations de vulnérabilité à des contractants étrangers, chinois, russes, il commettait de l'espionnage réel. Gabriel ouvrit les chaînes d'email entre M. Henri Delacroix et Olivier Moreau. Non seulement il discutait des failles, mais il les planifiait, les coordonnait, calculait quel système compromettre pour un maximum d'effet de levier sur les contrats fédéraux. Ce n'est plus un crime en col blanc, dit Michel, via un appel vidéo. C'est de la trahison, de l'espionnage économique au plus haut niveau. La DGSI se mettrait à 4 pattes pour des preuves comme ça. Nous devons agir vite, dit Manon. La présentation d'Antoine au Sénat est demain à 14 heures. Une fois ce contrat signé, cette preuve devient 10 fois plus difficile à utiliser. La pression politique l'enterrera. Gabriel regarda les montagnes de données qu'ils avaient compilées. Rapports techniques, analyses forensiques financières, correspondance par email, horodatage prouvant que Moreau créait des vulnérabilités que Delacroix exploitait ensuite, transactions bancaires étrangères, tout. Nous n'allons pas simplement envoyer ça à la police fédérale, dit Gabriel doucement. Nous allons rendre impossible de l'ignorer. Manon sourit. À quoi pensez-vous? La présentation d'Antoine au Sénat est diffusée en direct aux parties prenantes et à la presse. C'est un dossier public.
Et si, pendant sa présentation, quelqu'un publiait cette information simultanément à tous les grands médias, à tous les sénateurs de la Commission des finances et à la division de la cybercriminalité de la police? Une bombe à retardement d'informations coordonnées, réalisa Amélie, alors qu'il est littéralement en train de vanter ses références en matière de sécurité. Le monde apprend qu'il vendait des vulnérabilités de sécurité nationale à des puissances étrangères. Il sera arrêté avant de quitter le bâtiment du Sénat, ajouta Manon, son instinct de journaliste reconnaissant la structure parfaite de l'histoire. Le lendemain, Gabriel était assis dans le bureau de Manon, regardant l'audience du Sénat sur plusieurs écrans. Monsieur Henri Delacroix était au pupitre dans un costume coûteux, rayonnant de confiance et d'autorité, alors qu'il expliquait comment Industrie Pégase avait défendu avec succès contre des cyberattaques sophistiquées et méritait 3 milliards d'euros de contrats fédéraux. Nous avons prouvé notre résilience, dit Monsieur Delacroix aux sénateurs rassemblés. Notre architecture de sécurité est inégalée. Nous avons fait face à des défis qui paralyseraient des entreprises moindres, et nous en sommes sortis plus forts à chaque fois. Exactement à 14h17, Manon appuya sur « Envoyer » sur 53 emails préécrits, contenant des dossiers de preuves complets, avec une documentation étanche. L'effet fut immédiat et catastrophique. Les téléphones des sénateurs commencèrent à sonner. Des assistants parlementaires se précipitèrent dans la salle d'audience avec des documents imprimés, le visage pâle. Des alertes d'actualité commencèrent à retentir sur les appareils. La chambre explosa en murmures confus. « Monsieur Delacroix !» interrompit la sénatrice Émilie Vidal, la voix tranchante. « Je regarde des informations qui viennent d'arriver à mon bureau. Pouvez-vous expliquer pourquoi votre architecte de sécurité, senior, Olivier Moreau, a créé les vulnérabilités que votre entreprise a prétendu défendre ?» Le sourire confiant de Monsieur Delacroix vacilla. « Je suis désolé, quoi. Ces documents montrent des emails internes entre vous et Moreau discutant de failles de sécurité fabriquées, » ajouta un autre sénateur faisant défiler sa tablette, y compris la vente d'informations de vulnérabilité à des entités étrangères. Est-ce exact? Gabriel vit le visage de Monsieur Delacroix passer de la confusion à la compréhension, puis à la panique pure en quelques secondes. Ses yeux cherchèrent les issues. Ses mains agrippèrent le pupitre. Cette information est classifiée. Quiconque l'a publiée a commis... A commis quoi? L'interrompit la sénatrice Vidal. Exposé de l'espionnage industriel, de la trahison économique, car c'est ce que suggère cette preuve. Sécurité, veuillez détenir Monsieur Delacroix jusqu'à l'arrivée des représentants de la police judiciaire. La salle d'audience explosa. Les caméras clignotèrent. Les journalistes crièrent des questions.
2 officiers de la police nationale s'approchèrent du pupitre, tandis que M. Delacroix reculait, son sang-froid à 1 million d'euros complètement brisé. « C'est une erreur », insista M. Delacroix, sa voix montant. « J'ai construit Industrie Pégase, j'ai sécurisé des systèmes fédéraux. Quelqu'un me tend un piège. » « La preuve comprend votre correspondance personnelle par email, dit la sénatrice Vidal froidement. Votre signature sur des documents financiers transférant de l'argent vers des comptes offshore et le témoignage sous serment de votre directrice de la technologie concernant votre implication directe dans la fabrication de crises de sécurité. Cécile avait déposé sa déclaration ce matin-là, protégée par les statuts de lanceur d'alerte que Manon l'avait aidée à déposer. Gabriel regarda M. Henri Delacroix, milliardaire, PDG, courtier en pouvoir intouchable, être escorté hors de la chambre du Sénat menotté, son visage déformé par l'incrédulité et la rage. Tout ce qu'il avait construit sur des mensonges et la manipulation s'effondrait en temps réel, diffusé à des millions de personnes. Son téléphone vibra. « Manon, la police a perquisitionné le siège de Pégase. Moreau est en garde à vue. C'est fini. » Mais ce n'était pas tout à fait fini. Pas encore. Cette nuit-là, les médias couvrirent l'histoire sans arrêt. Milliardaire de la technologie arrêté pour espionnage industriel. PDG d'Industrie Pégase accusé de vendre des vulnérabilités à des puissances étrangères. Contrat fédéral de 3 milliards, annulé après des révélations choquantes. Gabriel regarda tout cela depuis son appartement, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La justification, pas la vengeance, pas le triomphe. Juste la satisfaction tranquille de voir la justice fonctionner comme elle était censée le faire. Son agent de probation l'appela le lendemain. « Vous avez été aux Nouvelles Nationales. J'ai eu des agents de la police dans mon bureau qui posaient des questions sur votre caractère. Ils voulaient savoir si vous étiez un risque de fuite. »« Que leur avez-vous dit ?» demanda Gabriel. Je leur ai dit que vous êtes le seul en liberté conditionnelle que j'ai jamais eu, qui soit arrivé en avance à chaque réunion, n'ait jamais manqué un contrôle et ait travaillé plus dur dans un travail au salaire minimum que la plupart des gens dans leurs rêves. Une pause. Je suis fier de vous, Gabriel. Vous avez fait quelque chose d'impossible. Vous avez gagné. Gabriel pensa à ce mot, gagner. Comme si la justice était une compétition avec des gagnants et des perdants. Mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à survivre assez longtemps pour dire la vérité et trouver des gens assez courageux pour écouter. 6 mois plus tard, Gabriel Lévesque entra par l'entrée principale d'Industrie Pégase. Non par la porte de service avec un seau et une serpillière, mais par l'entrée exécutive portant une tablette et un café. La sécurité hocha la tête respectueusement. Les employés le saluèrent par son nom.
La transformation semblait encore parfois surréaliste. Son bureau au 7e étage surplombait la ville, une vue qu'il n'avait vue qu'en nettoyant les fenêtres. La plaque sur sa porte indiquait « Gabriel Lévesque, directeur principal de la sécurité, CSO ». Cécile Renaud l'avait promu au-delà du poste initialement discuté, reconnaissant que Pégase avait besoin de quelqu'un qui comprenait la sécurité non seulement techniquement, mais moralement. L'entreprise était méconnaissable depuis l'ère de M. Henri Delacroix. La transparence remplaça le secret. Les pratiques éthiques remplacèrent l'exploitation. L'initiative Seconde Chance, sur laquelle Gabriel avait insisté, avait embauché 47 personnes ayant un casier judiciaire dans tous les départements, de l'informatique à la gestion. Chacune soigneusement contrôlée, correctement formée et dotée d'opportunités authentiques de reconstruire sa vie. Réunion du matin dans 10 minutes, appela Cécile depuis son bureau au bout du couloir. Elle s'était transformée en tant que PDG, éloignant Pégase des contrats fédéraux et se tournant vers le Conseil en cybersécurité éthique pour les organisations à but non lucratif et les institutions éducatives. L'entreprise gagnait moins d'argent, mais opérait avec intégrité. Les prix des actions avaient en fait augmenté une fois que les investisseurs avaient réalisé que l'intégrité était commercialisable. Gabriel ouvrit les nouvelles de l'audience de condamnation d'hier. Monsieur Henri Delacroix, dans un uniforme de prison au lieu de costumes italiens, recevait 18 ans de prison fédérale pour espionnage économique, fraude électronique et conspiration. Olivier Moreau a reçu 12 ans après sa coopération. Les deux purgeront leur peine dans la même installation fédérale où Gabriel a passé 7 ans, une ironie qui n'a échappé à personne. Vous regardez toujours ça? Manon Fournier apparut sur son seuil. Elle avait remporté un prix Pulitzer pour sa série d'enquêtes sur l'espionnage industriel, transformant le scandale d'industrie Pégase en une conversation nationale sur la responsabilité, les secondes chances et la corruption systémique. Juste pour me rappeler que c'est vraiment arrivé, dit Gabriel. C'est arrivé parce que vous l'avez fait arriver. Manon s'assit, son énergie toujours vibrante malgré le tourbillon de 6 mois. En parlant de ça, j'ai quelqu'un qui veut vous rencontrer. Un jeune homme, peut-être de 22 ans, entra timidement dans le bureau. Sa poignée de main était incertaine, ses yeux balayaient l'espace comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un lui dise qu'il n'avait pas sa place. C'est Thomas Bernard, expliqua Manon. Libéré il y a 3 mois. Condamnation pour fraude informatique. Programmeur brillant. Personne ne veut l'embaucher. Gabriel reconnut ce regard. Le poids d'un dossier qui vous définissait, peu importe ce que vous faisiez, la supposition constante d'indignité. Vous êtes bon en Python? Demanda Gabriel à Thomas directement. Oui, et C++, Java, architecture C, blockchain.
Notre équipe de cybersécurité a besoin de développeurs juniors. Le salaire de départ est de 65 000 euros. Avantages complets. Opportunité de progression. Êtes-vous intéressé? Thomas cligna des yeux comme si Gabriel avait parlé une langue étrangère. Vous êtes sérieux? Totalement sérieux. Tout le monde mérite une seconde chance. J'ai eu la mienne. Maintenant, je la transmets. Gabriel lui tendit la main correctement. Bienvenue chez Industrie Pégase. Nous commencerons vos formalités cet après-midi. Après leur départ, Gabriel se tint à sa fenêtre, regardant la ville s'agiter en contrebas. Son téléphone vibra avec un message texte de Michel Dubois, qui travaillait maintenant comme consultant financier. 6 mois clean, nouveau travail, appartement. Je n'aurais jamais cru y arriver. Merci. Des messages similaires arrivaient régulièrement de personnes dont les vies croisaient son histoire. L'officier de probation qui avait témoigné du caractère de Gabriel fut promu. Cécile Renaud devint conférencière sur le leadership éthique. Même l'agent de probation de Gabriel écrivit un éditorial sur la réhabilitation et les secondes chances qui devint viral. Mais le message qui compta le plus arriva cette nuit-là. Un numéro inconnu. Vous ne me connaissez pas, mais mon fils est sorti de prison l'année dernière. Il n'a trouvé de travail nulle part. Votre histoire lui a donné de l'espoir. Il a postulé à votre programme. Il commence lundi. Je voulais juste vous remercier de lui avoir donné quelque chose que je ne pouvais pas, un avenir. Gabriel enregistra ce message. Il l'imprima. Il le mit sur le mur de son bureau à côté de la coupure de presse de l'arrestation de M. Henri Delacroix. Les deux images représentaient des philosophies opposées, l'une consistant à écraser les gens pour maintenir le pouvoir, l'autre consistant à élever les gens pour le partager. Cette nuit-là, Gabriel rencontra Cécile et Manon pour dîner au restaurant où Manon avait esquissé pour la première fois le plan pour exposer M. Delacroix. Ils s'y retrouvaient toutes les semaines, traitant la folie de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Aux victoires impossibles, Cécile leva son verre. Aux gens qui refusent de rester invisibles, ajouta Manon. Gabriel pensa à cette phrase. Invisible. Pendant 8 mois, il avait essayé de disparaître, convaincu que la survie signifiait se rendre aussi petit que possible. Mais survivre sans dignité n'était pas vivre. C'était juste attendre de mourir en silence. J'ai reçu un email d'un professeur de droit de la Sorbonne, dit Gabriel. Il veut que je parle aux classes de réforme de la justice pénale sur le hacking éthique et la réhabilitation. Moi, parlant à la Sorbonne. Vous êtes un symbole maintenant, dit Manon. Que vous le vouliez ou non,
L'ancien détenu qui a fait tomber un milliardaire avec rien d'autre que des compétences et des principes. C'est une sacrée histoire. Ce n'est plus mon histoire, corrigea Gabriel. C'est celle de tous ceux qui ont été jetés, écartés, et à qui on a dit qu'ils n'avaient pas d'importance. J'ai juste été celui qui a eu l'occasion de prouver qu'ils avaient tort. Plus tard, seul dans son appartement, un vrai appartement maintenant, pas la chambre du centre de réinsertion où il avait vécu pendant des mois, Gabriel ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Pas du code cette fois, des mots. Un article de blog sur les secondes chances, les barrières systémiques et la différence entre punition et réhabilitation. Il avait passé 7 ans en prison à apprendre que le système n'était pas conçu pour la rédemption. Il était conçu pour l'élimination. Des gens comme Monsieur Henri Delacroix ont construit des empires en partant du principe que des gens comme Gabriel étaient jetables, oubliables, indignes de considération. Mais voici la vérité qu'ils n'ont jamais comprise. Traiter les gens comme jetables ne les rend pas inutiles. Cela les rend dangereux, parce que lorsque vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Et lorsque vous combinez ce désespoir avec des compétences authentiques, de l'intégrité et un système de soutien qui croit en vous, vous devenez imparable. Monsieur Henri Delacroix a essayé de détruire Gabriel pour avoir réussi tout en étant indigne de son point de vue social. Mais en essayant d'écraser Gabriel, il a créé sa propre destruction. Parce que le pouvoir sans responsabilité n'est que de la tyrannie attendant d'être exposée. Et l'exposition entre les bonnes mains devient une révolution. L'article de blog de Gabriel se terminait par une question qu'il posait au lecteur. Que feriez-vous si la société vous disait que votre passé définit votre avenir? Accepteriez-vous ce verdict ou vous battriez-vous pour le réécrire? En quelques heures, la publication est devenue virale. Les commentaires affluaient de personnes ayant un casier, de personnes qui avaient été rejetées, de personnes qui comprenaient le poids d'être jugées pour des erreurs plutôt que pour leur potentiel. Chaque commentaire représentait une autre personne refusant de rester invisible. 3 jours plus tard, Gabriel reçut une invitation à témoigner devant le Parlement sur la réforme de la justice pénale et la responsabilité des entreprises. Le même Parlement où M. Henri Delacroix exerçait autrefois son influence voulait maintenant entendre l'homme qu'il avait tenté de réduire au silence. Debout dans son bureau, regardant cette invitation, Gabriel pensa à tout ce qui l'avait mené là. L'arrogance de la jeunesse qui l'a envoyé en prison, l'humilité de la survie qui l'a maintenu en vie, la rencontre fortuite dans une salle de conférence qui a tout changé.
Les gens qui ont cru en lui alors qu'il avait presque cessé de croire en lui-même. Il a essayé de détruire Gabriel pour avoir réussi tout en étant indigne. Mais Gabriel a appris quelque chose que M. Delacroix ne pourrait jamais. Le vrai pouvoir n'est pas d'écraser les gens sous vous, c'est de soulever les gens et de découvrir qu'ensemble, vous êtes tous plus forts que n'importe quel tyran individuel ne pourrait jamais l'être. La meilleure vengeance n'a pas été de détruire la carrière de M. Henri Delacroix. Ce fut de construire quelque chose de mieux à sa place. Une entreprise avec une éthique, un mouvement vers les secondes chances, une preuve de concept que la rédemption n'est pas seulement possible, elle est essentielle. Abonnez-vous à cette chaîne si cette histoire vous a ému, car le changement n'arrive pas lorsque les gens restent silencieux. Il arrive lorsque les gens ordinaires refusent d'accepter qu'ils sont impuissants. Il arrive lorsque quelqu'un d'assez courageux pour tout risquer décide que la vérité compte plus que la sécurité. Et il arrive lorsque nous décidons collectivement que tout le monde, quel que soit son passé, mérite une chance de devenir son meilleur avenir possible. Gabriel Lévesque était un ancien détenu que la société jugeait inutile. Mais il était aussi un génie, un combattant, et la preuve que la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire à quelqu'un est de le sous-estimer. Monsieur Henri Delacroix a parié son poste que Gabriel échouerait. Il a tout perdu. Gabriel a parié son avenir sur le fait de faire ce qui est juste. Il a gagné une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cela, en fin de compte, est la seule victoire qui compte vraiment.